Oui, alors il y a eu des réformes importantes, hein, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Si on essaie de résumer un petit peu les choses, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a d'abord cherché à renforcer la solvabilité des banques. Donc ça fait partie des accords qui ont été signés au comité de Bâle, ce qu'on appelle Bâle III. Dans Bâle III, il y a pas mal de choses, hein. Il y a cet effort de renforcement de la solvabilité des banques en redéfinissant plus strictement les fonds propres des banques et en exigeant qu'elles en aient davantage qu'auparavant. Alors si je détaille un petit peu cela, eh bien, les banques vont devoir respecter une exigence globale de 8% de fonds propres, comme auparavant. Mais dans ces 8% de fonds propres, il y aura, à partir de 2019, 7% de vrais fonds propres, des actions et des réserves, alors qu'il y en avait beaucoup, beaucoup moins auparavant. Vont venir s'ajouter à cette exigence globale de 8%, 2,5% de fonds propres supplémentaires dans le cadre de ce que l'on appelle un coussin de conservation. Donc ça nous amène là à 10,5%. Et puis, il y a d'autres éléments intéressants en matière de solvabilité. Il y a un coussin de fonds propres contracyclique que les autorités prudentielles nationales seront amenées à définir et à fixer en fonction de la position de l'économie considérée, du secteur bancaire considéré dans le cycle financier. Et ce petit coussin contracyclique pourra augmenter jusqu'à 2,5% de fonds propres en plus. Et puis il y a encore un effort supplémentaire pour les établissements bancaires systémiques, c'est-à-dire pour des établissements qui, de par leur taille, de par leurs interconnexions, de par leur pouvoir de marché, la complexité de leur activité, sont considérés comme systémiques et doivent faire l'objet ainsi d'une surcharge. Donc cette surcharge, pareil, elle pourra à nouveau bien se traduire par 1%, 2%, 2,5% de fonds propres en plus. Donc au grand maximum, les établissements bancaires systémiques auront à satisfaire, quand on considérera qu'on est en haut du cycle, 15,5% de fonds propres. Donc c'est beaucoup plus qu'auparavant. Donc ça, c'est un progrès. Le souci toutefois, c'est qu'on n'a pas remis en question un point fondamental qui est en pourcentage de quoi on exprime ces fonds propres. On les exprime en fait, ces fonds propres, en pourcentage des actifs pondérés par les risques, ce qui a priori relève du bon sens. Tous les actifs ne présentent pas le même risque. Si on exige des fonds propres pour couvrir les risques de ces actifs, eh bien, essayons de moduler l'exigence en fonction du risque des actifs. Mais toute la difficulté, c'est la bonne mesure du risque des actifs. Et depuis Bâle II, eh bien, on convient que les grandes banques peuvent utiliser leur propre modèle d'évaluation des risques pour calculer les pondérations. Et on sait aussi, depuis cela, que les banques savent, bien sûr, optimiser leur modèle, bien calibrer leur modèle pour aboutir aux pondérations les plus faibles possibles. Donc, tout cela fait que quand on exprime les fonds propres en pourcentage des actifs pondérés par les risques, on arrive facilement à quelque chose d'assez élevé. Et en revanche, quand on compare ça à une autre mesure de la solvabilité obtenue juste en rapportant les fonds propres au total des actifs, ça c'est ce qu'on appelle un ratio de levier, et bien là on a des écarts qui sont très 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 importants entre les deux mesures de solvabilité. Par exemple, pour une banque systémique comme la Deutsche Bank, eh bien, si on regarde son ratio de solvabilité pondéré par les risques, on est à 14%. Et si on regarde son ratio de levier, on est en dessous de 3%. Bon. Donc c'est un très gros écart. Alors dans Bâle III, il y a aussi une petite exigence de ratio de levier. Mais comme je viens de le dire, malheureusement, elle est très petite, cette exigence de ratio de levier. Donc ce ratio de levier, c'est une exigence de fonds propres qui n'est pas pondérée par les risques et qui ainsi n'offre pas de possibilité de manipulation. Alors dans Bâle III, il y a pas mal d'autres choses aussi. Il y a des exigences de liquidité
pour que les banques soient capables de résister à une crise de liquidité pendant une période de 30 jours, et puis pour qu'elles soient aussi capables de mieux équilibrer l'échéance, la durée, si vous voulez, de leurs ressources et celle de leurs emplois. Donc bon, ce sont des aspects importants. Outre Bâle III, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, il y a eu en Europe quelque chose de fondamental qui est l'union bancaire. L'union bancaire, c'est une réorganisation de la supervision à l'échelle européenne. C'est quelque chose qui aurait dû se mettre en place il y a longtemps. Au fond, au moment où on a introduit la monnaie unique, eh bien, il aurait fallu qu'on ait le souci d'encadrer à l'échelle européenne les établissements qui mettent en circulation cette monnaie unique, parce que qui crée la monnaie, ce sont les banques. Mais à l'époque, on s'était dit non, mieux vaut s'en remettre au principe de subsidiarité. On considérait que la supervision, le contrôle des banques de la zone euro, eh bien, ça pouvait continuer de fonctionner au niveau national. On s'est rendu compte pendant la crise des dettes souveraines que ces établissements, il fallait non seulement les contrôler à l'échelle européenne, mais surtout aussi organiser leur sauvetage à l'échelle européenne, parce qu'on n'est plus du tout capable de l'organiser à une échelle nationale. Donc il y a 3 volets dans l'union bancaire. Un volet supervision unique. Alors c'est pas si unique que ça, mais c'est un mécanisme au cœur duquel on a placé la Banque Centrale Européenne qui supervise depuis novembre 2014 les 130 groupes bancaires considérés comme importants au sein de la zone euro. Et puis les autres groupes bancaires restent sous le contrôle des autorités nationales. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de résolution qui permet d'organiser le sauvetage des établissements à l'échelle européenne. Alors en faisant jouer plusieurs mécanismes, déjà en mobilisant davantage les créanciers de ces établissements. Alors évidemment pas les petits créanciers assurés, mais les créanciers seniors, les créanciers du marché. Ça c'est un mécanisme qu'on appelle le bail-in, c'est-à-dire renflouement interne par opposition au bail-out qui est du renflouement externe par les pouvoirs publics. Ce qui intervient également dans ce mécanisme de résolution, c'est un fonds de résolution qui sera doté d'ici 2023 de 55 milliards d'euros. Bon, c'est pas beaucoup comparé aux sommes qu'il a fallu mobiliser pour soigner les secteurs bancaires des pays de la zone euro pendant la crise. Puis le troisième volet, il est plus incertain. C'est un mécanisme de garantie des dépôts à l'échelle européenne. Alors ce qu'on a pour le moment, ce sont des mécanismes de garantie des dépôts qui permettent d'indemniser les déposants en cas de problème. On a ça de manière harmonisée à l'échelle des différents pays, à l'échelle nationale. Mais on n'a pas cela encore à l'échelle européenne, parce que pour cela, il faut mettre en commun des ressources. Donc pour cela, il faudrait aller vers une forme de fédéralisme budgétaire. Et manifestement, on n'est pas encore prêt à cela. Donc bon, c'est quelque chose d'important, l'union bancaire. Ça réorganise la supervision en Europe, mais c'est pas encore complètement ficelé. Voilà. Et il y a l'équivalent aussi de tout cela aux États-Unis, à travers la loi Dodd-Frank. Donc il y a eu pas mal d'initiatives réglementaires, beaucoup de réformes, mais on ne peut pas voir ça véritablement pour autant comme une réponse à la mesure du choc financier qui a été subi. Pourquoi? Parce que la plupart de ces mesures ont aussi été pas mal contraintes par le lobby bancaire, enfin contrées plutôt par le lobby bancaire, qui a obtenu
un certain nombre d'aménagements, notamment au niveau des exigences de liquidité, notamment au niveau du ratio de levier. Donc les lobbies bancaires veillent et arrivent à contrer le cours des réformes, arrivent parfois à les vider de leur contenu, et on arrive au fond eh bien, à des petites mesures, comme typiquement la loi de séparation en France. Cette loi de séparation et de régulation des activités bancaires qui a été votée en juillet 2013, bon, c'est une loi qui entendait séparer les activités bancaires. Il s'agissait de séparer les activités utiles au financement de l'économie de celles qui sont considérées comme spéculatives et qui ne sont pas utiles au financement de l'économie. C'était une annonce forte au départ. Alors, quoi qu'on pense de la séparation, cette loi annonçait qu'elle allait séparer. Au final, elle ne sépare pas grand-chose, même rien du tout, précisément parce que les représentants des banques se sont largement organisés et ont réussi à vider cette loi de son contenu.